Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Alex Kreiner est avec nous. Bienvenue Alex. C'est un plaisir de vous retrouver, Nima. Chaleureuse salutation de Croatie à toutes et à tous. Alex, permettez-moi de commencer par ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. La situation devient extrêmement critique en Asie occidentale parce que l'Arabie saoudite, d'une certaine manière, intensifie les tensions ou ouvre de nouveaux fronts. Elle a lancé les attaques contre le Yémen. Ensuite, nous avons vu les attaques contre l'Irak, aux côtés des États-Unis. Et hier, il y a eu des funérailles en Irak pour les personnes assassinées lors de ces attaques. Donald Trump a déclaré qu'il coordonnait l'attaque avec le Premier ministre irakien, ce qui l'a placé dans une position fragile. Après tout, vous savez, il s'est rendu aux États-Unis et nous avons vu l'Iran attaquer la Jordanie pour la première fois sans avoir été attaqué. L'Iran attaque la Jordanie et en même temps le Kurdistan irakien. Voilà ce qui se passe. Puis les États-Unis ont répondu hier soir. Ils ont attaqué le sud de l'Iran. Ils ont utilisé des HIMARS pour attaquer l'ouest de l'Iran, dans la province du Khuzistan. Mais je dirais que la plupart de ces frappes ont été menées avec des HIMARS, dans l'ouest de l'Iran. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et quand vous regardez la situation, la manière dont vous voyez la guerre, qu'est-ce que vous pensez du conflit? J'ai perdu votre image, Alex. Oui, vous êtes de retour. Désolé. Comment voyez-vous la situation au Moyen-Orient en ce moment? D'une certaine manière, la guerre s'étend. Je pense, Nima, que je vais peut-être me répéter, mais la logique de ce conflit est telle que l'Iran a toutes les raisons d'aller de l'avant vers une victoire militaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire chasser les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés de la région et probablement éliminer Israël de la région. Et je pense qu'à ce stade, beaucoup de voix en Iran le disent explicitement. Ils ont l'avantage. Je pense que le retour aux négociations est quelque chose que les Iraniens doivent faire parce qu'ils ont besoin du soutien et de l'alliance d'autres pays, comme le Pakistan, la Chine, la Russie, et ainsi de suite. Et tous ces pays, je pense, redoutent la déstabilisation économique qui va résulter de ce conflit. Mais d'un point de vue strictement militaro-stratégique, l'Iran a l'avantage. Et je pense qu'en poursuivant chaque jour la solution militaire, ils infligent à l'alliance américano-britannico-israélienne des dégâts dont il leur est très, très difficile de se remettre. Il faut se rappeler qu'il y a un aspect logistique à tout cela. Donc, chaque équipement, chaque installation que les Israéliens ou les Américains font exploser, bon, d'accord, les Israéliens ne participent apparemment plus, sauf que peut-être que si chaque équipement ou installation qu'ils détruisent en Iran, les Iraniens peuvent s'en remettre relativement facilement. Vous savez, ils peuvent réparer, reconstruire, remplacer par d'autres installations et d'autres armes. Tout ce que les Iraniens détruisent dans la région, des navires ou des avions américains, des stations radars sur leur base, est difficile à remplacer pour les Américains parce qu'ils sont à l'autre bout de la planète. Leurs lignes d'approvisionnement font des milliers de kilomètres et tout ce qui doit être remplacé doit venir des États-Unis ou d'Europe occidentale. Les Iraniens ont donc l'avantage du terrain. Et ils ont clairement la domination en matière d'escalade. De ce point de vue, ils gaspilleront vraiment une occasion historique s'ils n'en tirent pas le plus grand avantage possible. Et puis, vous savez, de temps en temps, il y aura des discussions qui seront menées sous médiation.
Mais je pense que les Iraniens savent très bien désormais que même si Donald Trump signe un accord noir sur blanc et en public, il ne vaut pas l'encre qu'il utilise pour le signer. Les Américains l'ont prouvé à maintes reprises, et pas seulement avec les Iraniens. Ils ont négocié Minsk I avec les Russes, Minsk II, et l'engagement de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. S'ils ont été prêts à agir avec autant de cynisme envers la Russie, qui est une superpuissance nucléaire, qu'est-ce qui pourrait faire croire à qui que ce soit qu'ils respecteraient leurs paroles et leurs engagements envers l'Iran, ne serait-ce qu'un peu? Je pense donc que les Iraniens le comprennent parfaitement. J'imagine que les Saoudiens le comprennent aussi, et j'imagine que les monarchies du Golfe le savent également. And I would imagine that the Gulf kingdoms know it as well. I don't. So this is why I'm looking at this. Voilà pourquoi j'observe cette escalade. Les Saoudiens attaquent le Yémen, puis ils attaquent l'Irak. Et je dois me demander si les Saoudiens sont seulement dans la boucle. Si ce ne sont pas plutôt des opérations sous faux drapeau israélo-américano-britannique, ensuite attribuées aux Saoudiens, afin d'empêcher tout règlement pacifique entre l'Iran et les autres royaumes du Golfe. Parce que du point de vue de l'Iran, il vaut mieux ne pas combattre tout le monde en même temps. Donc, s'ils peuvent avoir une relation constructive avec les Saoudiens et leur dire « Très bien, nous savons que vous êtes pris au piège. Nous savons que vous ne pouvez pas expulser les Américains ou les Britanniques de vos bases militaires. Nous frapperons leurs bases, mais nous essaierons d'éviter d'endommager vos installations énergétiques, vos infrastructures, et ainsi de suite. » Mais je pense qu'il est dans l'intérêt des Américains et des Israéliens d'unir toute la région contre l'Iran. Donc, de faire en sorte que les Saoudiens n'aient d'autre choix que de faire la guerre aux côtés des États-Unis et d'Israël. Alors je me demande qui a pris ces décisions absurdes d'attaquer le Yémen, parce que c'est tout simplement, premièrement, c'était totalement inutile. Le bombardement de Sanaa, c'était totalement inutile. Je ne vois pas quel objectif ça pouvait atteindre. Ils étaient censés renforcer leur embargo aérien et maritime contre le Yémen. Mais dans quel but? C'était un avion iranien qui était venu là pour une occasion particulière. Donc je suis très méfiant à ce sujet parce que ça paraît incroyablement stupide de faire ça. Et puis bien sûr, il y a les Yéménites, qui ont une énorme rancune envers les Saoudiens, parce que les Saoudiens ont mené contre le Yémen une guerre extrêmement brutale, extrêmement impitoyable pendant 7 ans, entre 2015 et 2022. Cette guerre s'est terminée de fait, mais jamais officiellement. Il n'y a pas eu, vous savez, de signature de paix. Il n'y a eu ni traité de paix, ni trêve, ni quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, ils ont simplement donné aux Yéménites le feu vert pour riposter, infliger de très lourds dégâts aux Saoudiens et ouvrir un tout nouveau front de guerre. Les Saoudiens n'ont pas la capacité de mener une guerre sur un seul front, encore moins sur 2. Ils ont essayé de détruire Ansar Allah pendant 7 ans. Ils ont mené 25 000 raids de bombardement. Ils ont imposé un embargo aérien, un embargo maritime. Cela a entraîné, enfin, toute la guerre a fait de 400 000 victimes, mais 60% d'entre elles sont dues à l'embargo, à la famine et aux maladies. Et malgré cela, ils n'ont toujours atteint aucun de leurs objectifs stratégiques. Alors pourquoi commenceraient-ils cela maintenant, alors qu'ils savent qu'Ansar Allah a non seulement survécu à la guerre de 2015 à 2022, mais qu'il est aujourd'hui bien plus puissant qu'au moment où les Saoudiens l'attaquaient. Et ils savent que la première chose qu'Ansar Allah fera, ce sera de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, n'est-ce pas, et de ramener de fait les exportations pétrolières saoudiennes à zéro. Il leur reste la route de Suez. Mais vous savez, le canal de Suez, on ne peut pas y faire passer de très grands pétroliers transporteurs de brut.
Il y a ce qu'on appelle les navires Suezmax, qui, je crois, font environ la moitié de la taille d'un très grand pétrolier. Je crois qu'ils vont jusqu'à 150 000 tonnes, si je ne me trompe pas. Ne me citez pas là-dessus. Donc, c'était une chose extraordinairement stupide à faire. Toutes leurs installations pétrolières, leurs pipelines, sont à portée des drones et des missiles outils. Donc, honnêtement, je soupçonne que les Saoudiens n'étaient pas dans la boucle et que ces raids de bombardement ont été décidés par, je ne sais pas, le CENTCOM, le Mossad, le MI6, qui sait. Ils ont été menés depuis l'Arabie Saoudite. Peut-être que, vous savez, des responsables saoudiens ont appuyé sur la gâchette, mais ils n'ont pas. Vous savez, si c'est MBS qui donne les ordres, j'en serais surpris, parce que c'est tout simplement une mission suicide, non? Because it's just too much of a mission suicide. Quand ils ont dit que les États-Unis, avec l'Arabie saoudite, avaient attaqué l'Irak, j'ai eu des doutes sur le fait que les États-Unis puissent faire ça avec l'Arabie saoudite. C'est difficile, vous savez, de mener une telle action, parce qu'il faut s'entraîner, il faut se préparer à l'avance. Ce n'est pas simplement sortir et dire « Allez Alex, on y va. Toi, tu prends ta voiture, moi je prends la mienne. » C'est pas comme ça. C'est une opération. Ce n'est pas... C'est pour ça que je suis tellement... Je ne sais pas si c'était toute l'Arabie saoudite qui allait attaquer l'Irak, ou les États-Unis, sans l'Arabie saoudite. I would expect as much, Nima. And Je m'y attendrais, Nima. Et je regrette que le Royaume-Uni ne reçoive jamais, ne serait-ce qu'une mention honorable dans toutes ces analyses. Mais les Britanniques jouent un rôle très très important, non seulement en Israël, mais aussi en Arabie saoudite. Et les Britanniques ont été les principaux facilitateurs de la guerre saoudienne contre le Yémen, de 2015 à 2022. Ils ont été le principal moteur et les principaux facilitateurs et soutiens avec, comment dire, des pièces détachées, des armements et la maintenance des avions saoudiens. Je crois que l'entreprise BAE, British Aerospace, ce sous-traitant du complexe militaro-industriel, avait quelque chose comme 6 000 mécaniciens et ingénieurs en Arabie saoudite pendant cette guerre, afin de soutenir l'effort saoudien. Et sans eux, les Saoudiens ne pourraient pas maintenir cette guerre plus de quelques semaines. Parce que, vous savez, toute cette machinerie militaire exige une maintenance assez lourde. Et beaucoup de haine se dirige contre les États-Unis et Trump, mais ils ne sont que des rouages de cette machine. Les Britanniques, eux, sont très très impliqués. Ils restent simplement discrets. Les médias ne les mentionnent jamais. Et la plupart des analystes militaires et stratégiques ne les mentionnent jamais non plus. Mais ils sont là. Ces décisions auraient donc pu être prises par les Américains. Elles auraient pu l'être par les Britanniques. Cela aurait pu être mené par des éléments du CENTCOM liés à la CIA et à, comment ça s'appelle déjà, au MI6 et au Mossad. Est-ce qu'on n'a pas appris récemment qu'une personnalité israélienne importante aux États-Unis, dont le nom m'échappe pour l'instant, était presque quotidiennement en contact avec le général Cooper, qui dirige le CENTCOM? Donc, vous savez, les gros titres diront « Ce sont les Saoudiens qui ont fait ça ». Mais ce n'était peut-être pas exactement les Saoudiens. Ou alors, il faut des précisions. De quels Saoudiens parle-t-on exactement et comment ont-ils pris cette décision? MBS était-il au courant? Comment tout cela s'est-il passé, précisément? Encore une fois, vous savez, l'analyse risque-bénéfice du point de vue de MBS, de l'Arabie saoudite en tant que royaume, penche tellement du côté du risque que je soupçonne qu'il s'agit d'une forme d'opération sous faux drapeau et que les décisions ont été prises ailleurs.
Oui, je suppose qu'il se passe quelque chose en coulisses, dont nous ne savons rien. Vous avez évoqué l'importance de la communication entre l'Iran et les autres pays du CCG. Et nous savons qu'hier, après plus de 3 semaines, le premier navire qatari de GNL a traversé le détroit d'Ormuz en empruntant la route iranienne du côté de l'Iran, parce que la route du Sud ne fonctionne pas. Cela veut donc dire qu'ils communiquent, qu'ils se parlent, au moins l'Iran et le Qatar. C'est ce qui se passe. Et le problème, Alex, c'est qu'en ce moment, la guerre est en quelque sorte en train de s'étendre. Et je ne vois rien de bon pour les États-Unis qui puissent sortir de cela. Par exemple, s'ils manquent de munitions, s'ils manquent d'intercepteurs, pourquoi ont-ils besoin d'étendre la guerre? Et avec cette idée, il me semble que vous avez mentionné la Russie et l'Iran. Ces 2 pays sont en guerre. La Russie est engagée dans cette guerre depuis plus de 4 ans. Et en février prochain, cela fera 5 ans de guerre en Ukraine. C'est une guerre d'usure. Ce n'est pas nouveau pour la Russie. La Russie connaît la réalité de cette guerre, et l'Iran est en train de l'apprendre, à mon avis. Vous avez évoqué la nécessité de négocier avec les États-Unis. Mais comment est-ce possible? La Russie a essayé, encore et encore, avec les 2 administrations. L'administration Biden, puis aujourd'hui l'administration Trump, qui était censée mettre fin à la guerre en 24 heures. Cela ne s'est pas produit. Et je pense que l'Iran suit le même chemin. Avec le temps, ils vont apprendre qu'il est impossible de parler avec l'administration Trump. Eh bien, ce n'est pas impossible, Nima. Mais je pense que ça ne sert à rien si l'objectif est d'en tirer un bénéfice direct, une désescalade, un engagement ou quoi que ce soit de ce genre. Cela dit, je pense qu'il est toujours utile de parler avec l'autre camp, parce qu'on peut toujours échanger des informations. On peut toujours éviter des escalades involontaires qui pourraient se produire à cause d'un malentendu ou simplement d'erreurs. Par exemple, quand quelqu'un tire avec une arme parce qu'il a peut-être vu quelque chose sur le radar, alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Et puis à long terme, on veut toujours avoir des interlocuteurs avec lesquels on peut parvenir à une forme de compréhension. Parce que toute guerre, vous savez, finit toujours, absolument toujours, autour d'une table de négociation. Peu importe à quel point les gens peuvent se détester à un moment donné. Toute guerre finit par aboutir à une table de négociation. Vous savez, il faut bien signer une forme de trêve, une forme de traité de paix. Donc, quoi qu'il arrive, il faut entretenir ces relations. Mais je pense que plus personne ne se fait d'illusions. Les États-Unis, et ce ne sont pas seulement les États-Unis, c'est tout ce système occidental, sont fondamentalement incapables de respecter le moindre engagement. Ils prendront un engagement pour obtenir une concession immédiate. Mais dès qu'il leur sera avantageux de rompre cet engagement, ils le feront. Absolument. Et je veux dire, ce n'est pas seulement « Oh, si vous vous retirez d'Allemagne de l'Est, vous savez, nous ne déplacerons pas l'OTAN d'un pouce vers l'Est. » Et puis ils vont 1400 km plus à l'Est. L'accord de Minsk I avec la Russie, Minsk II. Combien de fois ont-ils entamé des négociations, puis tué les négociateurs, leurs interlocuteurs? Et c'est en quelque sorte une tradition, parce que les États-Unis ont conclu, je crois, environ 400 traités avec les Amérindiens, les gens que nous appelons encore les Indiens, et ils les ont tous violés, sans exception. Donc ce système a une certaine nature. Il est perfide, il est totalement peu fiable, il est impitoyable. Completely unreliable, it's ruthless, and it only recognizes the language of force. Et ce pays ne reconnaît que le langage de la force. Donc au final, il faut construire sa position stratégique par la force. Mais tout en faisant cela, vous continuerez à leur parler. Vous le devez, vous savez. C'est simplement la nature de ces conflits.
il faut bien qu'ils prennent fin un jour. Et je pense qu'à ce stade, personne ne se fait d'illusions sur l'utilité de ces discussions. Elles ne feront pas reculer les États-Unis. Elles ne pousseront personne dans cette alliance occidentale à respecter ses engagements. Mais malgré tout, il faut maintenir des relations diplomatiques, parce qu'il y aura des relations commerciales, des relations culturelles et sportives. Et donc, vous ne pouvez pas. Disons que vous voudriez éviter de fragmenter le monde en blocs autarciques. Vous savez, comme la Corée du Nord à une certaine époque, ou l'Albanie, qui avait complètement fermé ses frontières et n'entretenait pratiquement aucune relation diplomatique avec qui que ce soit. Les gens n'avaient pas le droit de voyager. Tous les canaux de communication étaient coupés. En Albanie, on ne pouvait pas regarder la télévision étrangère. On ne pouvait pas avoir de passeport, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut probablement éviter cela. Les communications et les contacts vont donc continuer, et il faut les entretenir. Au moins pour avoir autant de compréhension et d'échange d'informations que possible, sans s'attendre à ce que le conflit soit résolu par des moyens diplomatiques. Cela ne va probablement pas arriver. NBC a rapporté que Trump a perdu son sang-froid lors d'une réunion sur la sécurité, criant et jurant, frustré par les options militaires qui lui étaient présentées et par l'absence de progrès vers un accord avec l'Iran. C'est une situation qui, selon moi, décrit parfaitement celle de Donald Trump. Ils se sont mis eux-mêmes dans cette position. Il n'y a rien. Jusqu'à présent, l'Iran n'est intéressé par aucune sorte de négociation. Il semble qu'ils veuillent exercer une pression énorme sur l'administration Trump, au moins pour le moment. C'est pour cela qu'ils adoptent cette attitude. Et si vous vous mettiez à la place de l'administration Trump, que feriez-vous de ce chaos qu'ils ont créé jusqu'ici? Et il ne semble pas qu'une option militaire s'offre à eux. Supposons qu'ils attaquent. La nuit dernière, ils ont attaqué le sud et l'ouest de l'Iran. Même chose. Rien d'important, rien de stratégique. Eh bien, Nima, je ne sais pas ce que je ferais, parce que, d'abord, ils n'auraient jamais dû déclencher cette guerre. L'issue était prévisible. Et Trump a été averti, même par ses conseillers militaires, les généraux qui l'entouraient, et les chefs d'état-major, de ne pas faire ça. Parce qu'il était bien établi que renverser le gouvernement iranien n'était probablement pas réalisable. Je veux dire, il y a des rapports des agences de renseignement américaines, des services de renseignement britanniques, qui disent que ça n'arrivera pas. Vous savez, cette idée qu'il y aurait des factions en Iran, des factions pro-occidentales et des durs. Ils savaient que les gardiens de la révolution avaient une emprise de fer sur le pays et qu'il était illusoire de penser qu'on pourrait cultiver des factions pro-occidentales au sein du gouvernement et leur permettre de prendre le pouvoir. Ramener le Shah, c'était tout aussi absurde. Vaincre l'Iran militairement est probablement l'une des plus stupides erreurs de calcul de toute l'histoire des erreurs de calcul. Parce que, vous savez, cette même machine de guerre qu'ils présentent comme l'armée la plus puissante de toute l'histoire de la galaxie de la Voie lactée, et ainsi de suite, ils ont passé 20 ans à essayer de prendre le contrôle de l'Afghanistan. Et l'Afghanistan était loin d'être aussi puissant que l'est l'Iran. Et ils ont échoué. Ils ont dû, vous savez, déloger temporairement les talibans, puis au bout de 20 ans, ils ont dû rendre le pays aux talibans, n'est-ce pas? Ensuite, vous savez, ils ont mené toutes ces actions par procuration contre le Yémen, contre Ansar Allah, par l'intermédiaire de l'Arabie saoudite, pendant 7 ans. Puis, en décembre 2024, ils ont lancé l'opération Gardien de la Prospérité. Ils ont amené leurs navires de guerre, ainsi que les navires de guerre britanniques, français
et italien. Et ils ont tous dû partir la queue entre les jambes et abandonner l'opération. Puis Trump est arrivé et il a lancé l'opération Gardien de la prospérité. Et il promettait, qu'il les bombarderait comme personne ne les avait jamais bombardés auparavant. Et au bout du compte, tout cela a échoué. Eh bien, si vous n'avez pas réussi à déloger Ansar Allah au Yémen, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez vaincre le gouvernement iranien qui se prépare à cet affrontement depuis de très très nombreuses années, depuis plus de 2 décennies? Tout équipement militaire sensible, toutes leurs installations, tout a été enfoui profondément sous terre, si tant est que vous sachiez seulement où cela se trouve. Tout ce que vous pouvez éventuellement faire exploser est peut-être un leurre ou quelque chose qui peut être facilement remplacé. Donc, vous gaspillez vos bombes. Vous maintenez vos troupes dans un état d'épuisement, d'usure et de démoralisation parce que vous savez, selon des rapports de l'armée américaine, les soldats savent parfaitement qu'ils mènent une guerre pour Israël et non pour les États-Unis. Donc toute cette situation est tendue à tous les niveaux. Dans beaucoup de podcasts, et peut-être que je l'ai mentionné lors de conversations avec vous, Nima, je pensais que pour l'administration, il n'y avait qu'un seul coup gagnant. Et ce coup gagnant, c'était de lâcher Israël, parce que Israël est de toute façon en train de vivre son agonie finale. Israël n'a pas d'avenir. Alors peut-être que les sortir de leur misère, les forcer à se réformer, les forcer à accepter une solution à 2 États, ça aurait pu être un pari gagnant pour l'administration Trump. Mais évidemment, pour une raison que je ne comprends pas exactement, vous savez, il y a des théories. Il y en a beaucoup. Je connais la plupart de ces théories. Je ne sais simplement pas laquelle est la plus proche de la vérité. Trump a choisi de s'allier à Benjamin Netanyahou, un criminel de guerre génocidaire, et de se battre pour Israël jusqu'au bout, dans un combat voué à être perdu et voué à coûter aux États-Unis absolument tout. Quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer pour l'instant, vous savez, parce qu'il n'y a pas seulement le prix du pétrole qui va augmenter. Il n'y a pas seulement les taux d'intérêt, qui sont désormais à leur plus haut niveau depuis 17 ans, ce qui rend le financement du gouvernement américain de plus en plus coûteux. Ce n'est pas seulement ça. Le gouvernement est maintenant apparemment impliqué dans la manipulation des marchés pour empêcher les taux d'intérêt d'exploser et pour empêcher les prix du pétrole d'exploser. C'est un pari extrêmement, extrêmement risqué. Je veux dire, le PDG du Chicago Mercantile Exchange a déclaré que si le Trésor américain participe à la manipulation des marchés, et pratiquement tout le monde sur les marchés le soupçonne, alors on risque une catastrophe biblique. Donc en fait, l'administration Trump prend un risque. Le pays tout entier prend un risque. L'avenir de plus de 300 millions de personnes pour mener une guerre au nom de la démocratie, d'Israël, cet État de merde criminel et génocidaire, qui est de toute façon voué à l'échec. Alors vous savez, si vous me demandez comment expliquer ça, je connais les théories qui circulent. Je ne sais pas ce qui pourrait bien expliquer cela. C'est comme une schizophrénie aiguë, ou quelque chose comme ça. C'est quasiment du ressort de l'asile psychiatrique. Nous avons entendu Naftali Bennett parler du Qatar. Ce sont des terroristes en costume. C'est ce qu'il a dit à propos du Qatar. Nous savons ce qu'ils en pensent. Il a dit la même chose à propos de la Turquie. Ils font pression sur les États-Unis pour qu'ils ne vendent pas ces F-35 à la Turquie. Et c'est là que, pour les États-Unis, je pense qu'il est très important de réexaminer, de réévaluer leur rôle en Asie occidentale. Je ne sais pas si cette prise de conscience est en train de gagner les esprits de ces gens à Washington. Qu'en pensez-vous? What do you make of it?
Je pense que nous sommes très très loin de ce moment-là, Nima. On le voit dans la bataille autour de la NDAA, la loi d'autorisation de la défense nationale pour 2027, qui contient désormais 2 clauses. L'une fusionne de fait l'armée américaine avec l'armée israélienne. L'autre fusionne le renseignement militaire américain avec le renseignement israélien. Cela veut dire qu'en pratique, Israël va obtenir accès au levier de contrôle de l'État sécuritaire américain, ainsi qu'à l'appareil militaire et de renseignement américain. Et ce combat au Congrès n'est presque même pas une compétition. Le représentant Massey et Ro Khanna ont tenté de présenter un amendement qui supprimerait ces dispositions ou qui permettrait au moins un vote sur elles, afin de donner aux membres du Congrès la possibilité de dire « D'accord, elles doivent être retirées de la loi d'autorisation de la défense nationale ». Mais toutes ces motions ont été rejetées. Donc, l'ensemble du pouvoir législatif des États-Unis est désormais complètement subordonné aux intérêts de l'État d'Israël, ce qui est absolument incroyable, Nima. Comment expliquer ça? C'est comme un petit État génocidaire de merde en Méditerranée, à l'autre bout du monde par rapport aux États-Unis, qui échoue, qui dépend totalement des États-Unis, non seulement pour sa défense, mais aussi pour son économie, n'est-ce pas? Et il est minuscule, de la taille du New Hampshire, avec une fraction de la population, une fraction du PIB. C'est juste un tout petit parasite, et pourtant, il contrôle presque complètement la première superpuissance mondiale. C'est très très difficile à expliquer. Et vous savez, quand les gens disent « Oh, eh bien, vous savez, c'est parce qu'Israël bénéficie du soutien de riches donateurs juifs. » D'accord, oui. Mais vous savez, il y a des Arabes riches. Les Arabes ont beaucoup d'argent, les Russes ont beaucoup d'argent, les Chinois ont beaucoup d'argent. Combien de membres du Congrès sont contrôlés par des intérêts russes? Combien de membres du Congrès sont contrôlés par des intérêts arabes ou chinois? Les cartels mexicains de la drogue ont beaucoup d'argent. Il doit bien y avoir une explication à la manière dont ce petit groupe parvient à exercer un contrôle aussi total sur la superpuissance mondiale, qui est censée être une démocratie. Elle devrait donc être gouvernée par la volonté du peuple. Elle devrait être définie par ce que choisit le peuple américain. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable et nous avons besoin d'une explication. Et le fait que les donateurs juifs aient beaucoup d'argent, ce n'est pas une explication. Beaucoup de groupes ont beaucoup d'argent. Mais je vous garantis, Nima, que si les Arabes riches voulaient dépenser leur argent de la manière dont les riches milliardaires sionistes le dépensent, on ne les laisserait pas faire. Les riches russes ne seraient pas autorisés à exercer ce type de contrôle. Leurs comptes bancaires seraient gelés. Ils seraient assassinés. Ils seraient expulsés des États-Unis. Il existe donc un niveau de contrôle supérieur qui s'exerce. Et en dernière analyse, je propose d'appeler cela une conspiration anglo-sioniste, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'Israël. Israël est et a été, depuis sa naissance, depuis sa conception, une création de l'Empire britannique. Et l'establishment britannique n'a jamais renoncé à son contrôle sur Israël. C'est toujours caché, mais c'est toujours là. Et si vous consultez de nombreux documents d'orientation publiés par des groupes de réflexion comme Chatham House et Policy Exchange, vous voyez qu'ils ont une relation très très étroite. Les Britanniques ont une relation très très étroite avec Israël. En fait, en 2021, ils ont signé un partenariat stratégique spécial. Et ce partenariat stratégique est en substance au fondement de cette relation. On n'en parle pas, on n'en tient pas compte dans toutes ces analyses, mais c'est là. Donc je pense que l'axe de contrôle va de la City de Londres à New York et Washington d'un côté, et de l'autre de la City de Londres à Tel Aviv et Jérusalem.
La seule façon, Alex, dont je peux comprendre la situation entre les États-Unis et l'influence qu'Israël exerce sur les États-Unis, c'est par la combinaison de ces gens qu'on appelle le blob, l'État profond. À mon avis, plus de 90% des sionistes. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent nécessairement être juifs. Ce sont des sionistes. Cela signifie que leur priorité, c'est Israël. Israël d'abord, puis les États-Unis en second. C'est leur priorité. Et il n'y a pas d'autre explication. Vous savez, ils sont nés aux États-Unis, ils ont grandi aux États-Unis, mais ce sont des sionistes. Au fond, ils sont plus loyaux envers Israël qu'envers les États-Unis. C'est pour ça que je pense qu'ils peuvent obtenir. Vous savez, c'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi la manière dont ils s'emparent du pouvoir aux États-Unis. Oui, c'est tout à fait exact. C'est important de le souligner. Beaucoup d'entre eux ne sont pas juifs du tout. Marco Rubio n'est pas juif. Pete Hegseth n'est pas juif. Dick Cheney et Donald Rumsfeld n'étaient pas juifs. La liste est très longue. Ted Cruz n'est pas juif. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de juifs qui s'opposent très passionnément à l'État d'Israël et à l'ensemble du projet sioniste. C'est autre chose. Et, vous savez, cela a bel et bien une dimension eschatologique. Et cela nous amène au domaine des choses ésotériques. Mais vous savez, la Bible nous a avertis qu'il y en a qui disent être juifs, mais qui mentent. Ils rendent un culte dans la synagogue de Satan. Et il y a un accord là-dessus dans les eschatologies musulmanes, juives et, comment dit-on, chrétiennes. Donc il faut bien faire la distinction. Tous les juifs ne sont pas sionistes, et tous les sionistes ne sont pas juifs. C'est une sorte de mafia, presque. Je proposerais ceci. Disons, imaginons que ce soit la mafia italienne. On pourrait dire, d'accord, la mafia italienne est une terrible organisation criminelle, et elle commet des choses terribles. Mais ça ne veut pas dire que tous les Italiens sont des mafieux, n'est-ce pas? Et ça ne veut pas non plus dire que tous les mafieux sont italiens. On n'haïrait pas tous les Italiens à cause des crimes de la mafia. Donc c'est un complot très particulier. C'est un complot. Cela ne fait aucun doute. Mais c'est un complot sioniste, un complot anglo-sioniste. Je pense que son épicentre, son quartier général, c'est la City de Londres. C'est là que l'État d'Israël a été planifié, conçu et créé. Ces liens sont toujours en vigueur et actifs. Et je pense que les États-Unis, l'administration Trump, ne sont que le dernier rouage de la machine. Parce que même s'il est facile de détester Trump, et même s'il est devenu populaire de tout mettre sur le dos de Donald Trump poursuit une continuité politique qui remonte à des décennies. Vous savez, ce harcèlement de l'Iran n'a pas commencé avec Trump. Le soutien à l'État d'Israël n'a jamais commencé avec l'administration Trump. Je vois donc un certain danger à tout mettre sur le dos de Trump. Parce qu'alors, vous savez, on recommence à créer cette illusion. Oh, quand on se débarrassera de Trump, tout ira mieux. Non, ce ne sera pas le cas. Ce sera pareil. Il faut s'attaquer aux causes profondes du problème. Et Trump n'en est pas la cause profonde. Trump, au contraire, a franchi le point de non-retour. Autrement dit, il finira par précipiter la solution finale. L'éviction des puissances coloniales occidentales de la région, d'Asie occidentale, et probablement la destruction définitive de l'État d'Israël. Voilà quelle sera la contribution de Trump, même si c'est une conséquence involontaire de ses actes. Je pense que votre point est très important. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Lindsey Graham parlant de la guerre contre l'Iran. Oui, je l'ai vue. Il parle au téléphone avec Jake Sullivan et décrit comment cette guerre se déroulerait en 3 à 4 semaines. Il dit que tous ces États arabes sont prêts à s'y joindre. Et ils avaient un plan avant même que ça commence. Ce n'était pas seulement Donald Trump et son administration.
Il s'agit de tout l'establishment aux États-Unis. Jake Sullivan, on le connaît. On connaît Anthony Blinken, Jake Sullivan. Ces gens sont les cerveaux de la guerre en Ukraine. Ils ont commencé la guerre. Ils l'ont prolongée. Ils ont détruit l'Ukraine. Et ils essaient toujours d'obtenir le soutien de l'administration Trump pour la guerre en Ukraine. Ce n'est pas quelque chose qui... Leurs politiques viennent des racines de ces gens-là. Ils sont tous liés à la même racine. Et ils pensent qu'ils ne peuvent pas laisser la Russie s'en sortir. Ils veulent vaincre la Russie. Ils veulent vaincre l'Iran, à mon avis. Ils ne veulent pas perdre ce genre de souffrance qu'ils infligent à ces gens. C'est si important à leurs yeux. Vous voyez, parce que la guerre en Ukraine, c'est la même chose. Quand il s'agit de la guerre en Ukraine, supposons que la Russie n'essaie pas de faire quelque chose et d'amener l'Iran à négocier. Qu'en est-il de l'Ukraine? Voyez-vous une quelconque issue à la guerre en Ukraine à mesure que le temps passe? Le jour où Donald Trump a rencontré Zelensky, le jour où il a rencontré Benjamin Netanyahou, et les funérailles. Après ça, ils ont eu les funérailles. Ils parlent essentiellement de la poursuite de la guerre en Ukraine. Rien sur des négociations pour mettre fin à la guerre. Cela veut dire que ce cycle continue encore et encore, et personne ne sait jusqu'où. Mon point, c'est que ces deux pays, l'Iran et la Russie, ont peut-être des discussions entre eux. Ils doivent épuiser les États-Unis autant que possible, épuiser physiquement les États-Unis. C'est leur seule solution. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que, vous savez, certains espéraient peut-être que Trump allait changer le cours de la politique étrangère américaine. Moi-même, je faisais partie de ceux qui espéraient que ce serait une réalité, que ce serait efficace. Mais tout cela s'est effondré lorsqu'il a attaqué l'Iran, parce qu'il est alors devenu très évident que ce qu'il promettait et ce qu'il faisait étaient à l'opposé l'un de l'autre. Et le fait que toutes ces politiques se poursuivent à travers tant d'administrations. Et ce n'est pas, vous savez, Nima, Jake Sullivan et Anthony Blinken n'étaient pas les architectes de la guerre en Ukraine. Eux aussi étaient des rouages de la machine, avec leur rôle à jouer. Mais vous savez, avec la Russie, l'expansion de l'OTAN vers l'Est a commencé presque immédiatement au début des années 1990. Cet effort ne s'est jamais arrêté. C'était au fond une tentative de mettre la Russie en état de siège. Et vous savez, l'Iran a toujours été dans leur ligne de mire, tout comme la Chine. Donc ce n'est que la poursuite de la même chose. C'est en 2008 ou 2009 que l'OTAN a publié le mémorandum de Bucarest, dans lequel elle disait que l'Ukraine et la Géorgie deviendraient des pays membres de l'OTAN. Pas qu'elles négocieraient peut-être. Non, ils ont dit l'Ukraine et la Géorgie deviendront membres de l'OTAN. Ce n'est rien d'autre qu'une provocation à la guerre contre la Russie. Donc c'était en 2008-2009. J'oublie l'année exacte. Puis il y a eu le coup d'État en 2014. Puis il y a eu la guerre contre la Syrie en 2011. Et là encore, tout cela s'est fait sous Bush père, sous Clinton, Bush fils, l'administration Obama, l'administration Biden, Trump. Trump est peut-être la plus grande surprise, parce qu'il avait été le plus explicite en promettant de mettre fin à toutes ces politiques, de conclure un accord avec la Russie, de ne jamais faire la guerre à l'Iran, et ainsi de suite, de ramener les troupes au pays. Et puis après à peine un an au pouvoir, il fait un virage à 360 degrés et prend exactement la même direction que les administrations précédentes. Donc vous savez, il est vraiment important que nous ayons une explication cohérente de la manière dont cela se produit, des raisons pour lesquelles cela se produit, et de qui tire finalement les ficelles. Et nous avons quelques indices. J'ai toujours insisté sur le fait que les leviers du contrôle mènent, en fin de compte, à l'oligarchie bancaire.
the levers of control ultimately lead to the banking oligarchy. And I think it's very because Et je pense que c'est très important, parce que je parle beaucoup de la Grande-Bretagne. Elle joue un rôle très important dans tout ça. Et je pense que une ancienne première ministre britannique, Liz Truss, nous a donné un indice très important. Elle nous a dit que lorsqu'elle est devenue première ministre, elle pensait qu'elle allait diriger la politique, puisqu'elle avait été élue pour diriger la politique. Et puis quand elle est arrivée au 10 Downing Street, elle a découvert qu'en réalité, c'est la Banque d'Angleterre qui dirige la politique, qu'elle n'a aucun contrôle sur la politique britannique. Donc oui, apparemment, c'est le cartel bancaire. Et le levier de pouvoir dont ils disposent, qu'ils utilisent et manient pour contrôler la situation, c'est l'argent et le crédit. C'est ce qu'ils utilisent pour acheter le Congrès américain. C'est ce qu'ils utilisent pour acheter des gens comme Lindsey Graham, Ted Cruz et Tom Cotton, et tous ces membres du Congrès qui votent pour fusionner les armées américaines et israéliennes. Enfin, Rand Paul vient de voter pour ça. C'est incroyable. Mais cela s'est produit, vous savez, après que Thomas Massie, qui a essayé de défendre les États-Unis et de s'opposer à l'influence étrangère, a été battu avec l'argent des donateurs sionistes. Et qui sont-ils? Myriam Adelson et tout un groupe de milliardaires des fonds spéculatifs de Wall Street. Donc c'est toujours cette même cabale qui tire les ficelles. Et c'est, je pense, vers eux qu'il faut se tourner pour expliquer ces événements. I think who we should look to explain these events, not Donald Trump, not even Biden, not even Sullivan. Pas Donald Trump, pas même Biden, pas même Sullivan, Blinken ou Hillary Clinton. Aucun d'entre eux. C'est un niveau au-dessus. C'est là que se trouve l'explication. Et c'est important de le comprendre, parce que si le peuple américain vote pour chasser Trump du pouvoir et élit, je ne sais pas, disons Thomas Massie ou Joe Kent comme prochain président, ou un ticket Kent Massie, ou Kent Massie avec Tulsi Gabbard, le pouvoir de l'argent finira encore par l'emporter. Donc, on ne s'en sortira pas par le vote. Nous devons nous attaquer à l'oligarchie bancaire et à sa capacité à influencer le processus politique. Oui. Alex, pensez-vous que le nouveau blocus contre l'Ukraine modifierait le calendrier de la guerre? Je pense que cela va probablement accélérer la défaite de l'Ukraine. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, parce que l'Ukraine a une économie en ruine. Elle dépendait des exportations de matières premières via le port d'Odessa, en exportant du blé, du maïs et tout ce qu'ils y cultivent. C'était pour eux une source viable de devises, l'un des derniers moyens de rembourser les prêts dont ils dépendent. Donc une fois que cela est coupé, c'est pratiquement fini. On peut faire un peu de commerce extérieur par train, mais, vous savez, on peut charger 50 000 tonnes de céréales sur un seul navire. Je ne sais pas combien on peut en mettre dans un train, mais ce sera qu'une fraction de cela. Et puis vous savez, les navires, quand ils partent, ils partent. Ils font tourner ces gros moteurs et ils flottent sur la mer. Les trains, il faut les alimenter en énergie. Vous savez, c'est beaucoup plus de travail. C'est beaucoup plus contraignant. Donc ça va certainement créer un énorme goulet d'étranglement pour les exportations de l'Ukraine et ses devises étrangères. Et comme cela va réduire sa capacité à honorer ses dettes extérieures, cela aura probablement aussi l'effet indirect de faire chuter la valeur des obligations ukrainiennes que détiennent aujourd'hui de très nombreux investisseurs occidentaux. Je pense donc qu'ils sont extrêmement nerveux à ce sujet. Et en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles la guerre continue. Parce que si l'Ukraine capitulait, tous les prêts et toutes les obligations détenues par des créanciers étrangers vis-à-vis de l'Ukraine ne vaudraient plus rien. La valeur de ces actifs tomberait à zéro.
Donc ils ne peuvent pas permettre à l'Ukraine d'arrêter de se battre. Parce que tant qu'elle se bat, il y a l'espoir que l'Ukraine gagne ou parvienne d'une manière ou d'une autre à se sauver. Enfin, peu importe. Peut-être qu'ils feront revenir les États-Unis dans la guerre. Peut-être que l'OTAN s'unira pour retourner dans la guerre. Une fois que l'Ukraine sera vaincue, ce sont des centaines de milliards de prêts et d'obligations à l'Ukraine qui ne vaudront plus rien. Donc, encore une fois, vous savez, ce sont les financiers qui empêchent les guerres de se terminer. Je pense que l'un des problèmes de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'avant le début de la guerre en Asie occidentale, elle pensait pouvoir continuer la guerre. Elle achetait beaucoup d'armes aux États-Unis. Mais la guerre en Asie occidentale a tout changé pour elle, concernant la poursuite de la guerre en Ukraine. Car elle n'est pas vraiment capable de produire les armes dont l'Ukraine a besoin pour continuer la guerre. Elle produit des drones, quelques drones, mais le système Patriot, tout est produit aux États-Unis. Et il y a un nouveau contrat entre le Pentagone et Lockheed Martin aux États-Unis. Il prévoit que dans les 7 prochaines années, ils vont remplacer ce qu'ils ont utilisé pendant la guerre. 40 jours de guerre contre l'Iran. Dans 7 ans, ce sera la fin de l'Ukraine. Je pense qu'ils ne retrouveront pas la trajectoire qu'ils avaient auparavant. C'est pour ça que je pense que le sort de l'Ukraine est d'une certaine manière scellé. Je ne sais pas ce qu'on en pense en Europe. L'histoire des drones, d'une certaine façon, ce n'est que de la fantaisie. Vous avez l'impression que l'Ukraine peut continuer la guerre avec des drones, en utilisant des drones. Oui. Enfin, vous savez, il semble que même les hauts gradés ukrainiens en aient vraiment assez de ça. Parce que ça crée des images pour les médias. Vous savez, de grandes colonnes de fumée qui s'élèvent de raffineries russes, d'entrepôts, d'immeubles d'habitation ou de je ne sais quoi. Mais cela ne change absolument rien à la situation stratégique sur le terrain, même pas légèrement en faveur de l'Ukraine. Ça ne fait rien. Ça ne fait que laisser des égratignures à la Russie, des égratignures que la Russie réparera avec le temps et dont elle se remettra. Mais pendant ce temps, l'Ukraine perd rapidement du terrain. Ses lignes défensives cèdent de plus en plus vite. Et donc cette guerre des drones se fait essentiellement, encore une fois, à la demande de l'Occident. Et l'Occident veut simplement affaiblir et démoraliser la Russie. And the West just wants to weaken and demoralize Russia. They don't care whether Ukraine wins or not wins. Ils se moquent que l'Ukraine gagne ou non. Enfin, pardon, ce n'est pas exact de le dire ainsi. Ils tiennent à ce que l'Ukraine gagne, mais l'objectif principal, ce n'est pas l'Ukraine. Ce qui ne les intéresse pas, ce n'est pas que l'Ukraine soit une nation indépendante et prospère. L'Ukraine est au fond leur arme contondante contre la Russie. Ils sont donc prêts à sacrifier l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien, parce que l'objectif principal est d'affaiblir, de déstabiliser et de démoraliser la Russie. Et pour eux, le recours aux drones est efficace, parce qu'il peut permettre d'atteindre ces objectifs. Cela pourrait installer une lassitude de la guerre en Russie. Il pourrait démoraliser le peuple russe. Cela pourrait les rendre anxieux et effrayés, et peut-être les pousser à se retourner contre leur gouvernement. Mais en réalité, on utilise simplement l'Ukraine dans ce sens-là. Ça n'aide pas l'Ukraine sur le plan stratégique. Donc l'armée ukrainienne en a assez de ça. C'est presque une distraction. Ils perdent du terrain, mais ils se divertissent en provoquant ces feux d'artifice et ces énormes panaches de fumée au-dessus de la Russie. Ensuite, vous savez, ils en filment des images, ils les montrent à tout le monde et ils disent « Ah, regardez ce qu'on fait aux Russes ». Et il y a tellement plus qui va suivre après ça. Donc à la fin, vous savez, ça va échouer. Les missiles Patriot de Lockheed Martin, vous savez, c'est une technologie des années 90. You know, they are 1990s technology. They had a few newer versions, but
Ils avaient quelques versions plus récentes, mais elles ne sont pas très efficaces. Et elles le sont particulièrement peu à l'ère de ces drones, qui sont de plus en plus performants, de plus en plus précis. Ils volent en essaim. Les Russes ont désormais fait évoluer les drones Shahed d'origine. Ils les ont équipés de moteurs à réaction, donc ils vont beaucoup plus vite. Ils peuvent voler à des altitudes très élevées pour des drones autour de 5000 mètres. Ils sont donc hors de portée de nombreuses armes antiaériennes. Et si vous utilisez des missiles patriotes contre eux, il faut en tirer un ou deux pour abattre un seul drone. Or, chacun de ces missiles patriotes coûte plusieurs millions de dollars. Et ces drones coûtent, je ne sais pas, $20,000 pièce. Et puis les Russes utilisent beaucoup de leurres. Vous savez, depuis le sol, on ne peut pas distinguer le vrai drone de la copie en polystyrène qui vole juste pour attirer les tirs antiaériens. Donc c'est une guerre impossible à gagner. Et dans 7 ans, peut-être qu'ils produiront davantage de patriotes. Mais d'ici là, l'Ukraine aura été vaincue. Les bases américaines et britanniques au Moyen-Orient auront toutes été détruites et ils auront été expulsés d'Asie occidentale. Et Israël pourrait même ne plus exister d'ici là. Vous savez, Hassan Nasrallah a dit qu'Israël ne verrait pas son 80e anniversaire. Voyons ça. Peut-être qu'il avait raison. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces patriotes? Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Toujours un plaisir, Nima. À la prochaine. À très bientôt. Salut. Prends soin de toi. Salut. Take care. Bye bye.